Bonjour et bienvenue sur La Boussole, le podcast qui vous aide à vous orienter. Dans ce podcast, la parole est donnée à des étudiants et étudiantes de différents univers pour se faire un retour d'expérience sur leur formation. Cela permettra peut-être de répondre à tes questions que tu te poses pour trouver ta voie. Sans plus tarder, place à l'invité du jour. Bonjour Clément. Clément, je te laisse te présenter. Bonjour Antoine, alors je m'appelle Clément Hubert, j'ai 26 ans. Je suis passé par un bac S, spécialité maths, que j'ai réalisé à Fustel de Coulanges dans le lycée strasbourgeois. Ensuite j'ai intégré la faculté de droit, d'économie et de gestion à Strasbourg, dans le parcours gestion d'entreprise, qui s'appelle aujourd'hui administration économique et sociale, donc avec des dynamiques juridiques et économiques. Et ensuite, à la fin de ma licence, j'ai intégré le master programme Grandes Écoles chez Amos pour me spécialiser dans le domaine du sport. Très bien. On va revenir un peu sur ta formation, notamment la formation en droit. Comment tu as fait pour y rentrer ? Alors l'admission se faisait à cette époque-là par admission post-bac, une lettre de motivation, contrôle des bulletins et de la scolarité. Et ensuite, c'est un parcours classique académique, donc je ne crois pas qu'il y ait eu de jury, on est sélectionné uniquement sur dossier, sur lettre de recommandation, et donc on intègre la première année de droit. Et donc à ce moment-là, c'est du droit général ? Alors la première année, elle est déjà spécifique en gestion d'entreprise, on est déjà détaché de certaines matières juridiques. On est spécialisé dans les matières qui sont typées droit privé, droit bancaire, tout ce qui est lié à l'économie et à la gestion d'une structure financière. Et on a en plus du coup pas mal de modules économiques, de la comptabilité, de l'analyse financière, ce genre de choses. Et donc toi tu t'es spécialisé, la spécialisation c'est à partir de la 3e année en éco-gestion ? Moi je me suis spécialisé dès la 2e année, donc on a 2 parcours. On a un parcours qui est juridique, donc ça va être pour devenir avocat en droit des affaires, avocat en droit bancaire, donc c'est toujours lié à la partie économique, on est sur du droit économique. Moi, j'ai pas choisi cette voie-là, j'ai choisi la voie la plus entrepreneuriale possible. Donc, c'était un parcours gestion, économie et entrepreneuriat. Donc, on a toujours ces matières de droit qui sont des matières fondamentales. Mais on a un accès avec pas mal d'options et pas mal de cours renforcés sur de l'audit, de la fiscalité, de la gestion d'entreprise, ce genre de choses-là. Et en parlant justement d'entrepreneuriat, est-ce que tu avais des projets ? Ou est-ce que tu avais peut-être des stages ou des expériences pro dans ce domaine ? Alors, au sein de l'université, il n'y avait pas de projet qui était monté. Ça ne marche pas tout à fait comme une école de commerce où on travaille sur des projets fictifs ou des projets réels. Donc, c'était sur mon temps libre. Et effectivement, j'ai monté un projet donc en lien avec mes cours d'entrepreneuriat. Donc, j'ai passé l'admission au sein de l'ETENA. Donc, c'est le réseau d'incubateurs des entreprises au sein de l'Université de Strasbourg. Donc j'ai présenté un projet, j'ai pitché mon idée, j'ai été reçu. Et donc j'ai été incubé pendant quelques temps là-bas sur le développement de mon entreprise. Voilà comment ça s'est passé. Et comment tu as géré cette entreprise et finalement aussi tes études, parce que les droits c'est quand même connu pour être quelque chose de très prenant ? Alors le droit c'est prenant, il y a environ une 20aine d'heures de cours par semaine, ce qui n'est pas énorme, mais il y a énormément de travail derrière pour pouvoir suivre et tenir le rythme. Mais en fait, j'ai l'impression que quand on se met dans un rythme, dans une dynamique, plus on en fait, plus on a envie d'en faire. Et donc finalement, ça permet de rester toujours motivé, toujours à fond. Alors forcément, on réduit le temps sur d'autres choses, un peu moins de sport, un peu moins de vie festive, mais on trouve un équilibre et c'est assez intéressant. En tout cas, ça s'est plutôt bien goupillé dans ce sens-là. Et ça représentait combien ? Parce que du coup, 20 heures de cours et le reste du temps avec le travail perso plus l'entreprise à gérer ? 20 heures de cours, plus environ une quinzaine d'heures de travail supplémentaire pour la fac. Donc ça fait une semaine à 35 heures, ce qui est plutôt light. Et derrière, on peut rajouter... Alors c'est assez variable dans l'entrepreneuriat. Il y a des moments où on a des gros rushs quand il faut rapidement déposer des documents, des statuts, rédiger des choses. Il y a des moments un peu plus light quand on attend des retours sur nos enquêtes consommateurs, sur des enquêtes des études de marché. Mais je dirais qu'en moyenne, il faut rajouter 10 à 15 heures d'entrepreneuriat par semaine. Par semaine ? Ah oui, donc ça faisait des semaines à 50 heures. Après, en dernière année de licence, on a un stage obligatoire qui dure de 2 à 4 mois.
Et moi, j'ai travaillé en conseil en expertise comptable. Et là, c'était des semaines à 60-70 heures. Donc, on était dans le bain aussi, finalement. Ouais, donc au moins t'étais habitué presque, c'était plus light, enfin c'était plus light avant quoi. C'était plus light avant le stage, ouais. Et tu faisais quoi exactement dans ce cabinet? Donc j'étais chez Mazars, un cabinet d'expertise comptable national, international même, le 5e plus grand cabinet mondial. Et donc moi je faisais du conseil et de l'expertise comptable. Donc on allait dans les entreprises, on contrôlait leurs comptes, on faisait des missions de conseil. J'ai pu travailler sur une mission de conseil hyper intéressante, c'est le rachat d'une entreprise. Donc il a fallu valoriser l'entreprise, négocier la vente. Voilà, bon, c'était des journées de 7h, 7h30 le matin à 22h. On revenait le week-end, c'était sympa. Et c'était beaucoup en équipe ou est-ce que tu étais très, très solo dans ton travail? Non, sur cette mission-là, on était en équipe. Donc j'avais 3 managers, 3 échelons différents. Mon manager direct, le surmanager et puis le top manager. Et donc on bossait tous les 4 sur... moi j'avais une mission très particulière qui était identifiée, j'étais autonome sur cette partie-là. On avait un volet de contrôle qui était immense, puisqu'on avait un volet juridique, un volet risque, un volet économique, un volet comptable. Donc on s'était réparti les tâches. Et du coup, j'étais à la fois autonome sur ma tâche et en même temps constamment rattaché aux autres services. Et puis, tout est assez indépendant, donc on est obligé de communiquer, de beaucoup travailler ensemble pour aller à la pêche aux infos et rien rater. Ok. Pour revenir du coup, à ta licence, comment tu gérais du coup les études? Donc avant tu parlais les études, plus le travail perso, le travail en cours, l'entreprise à côté, là tu avais un stage qui était très prenant. Comment tu fais pour gérer tout ça et en même temps le reste? Parce que certes tu l'as réduit, mais comment tu faisais pour trouver un équilibre? Je pense qu'il y a un système de priorité. On classe par ordre de priorité les choses à faire. Donc quand on arrive avant les examens de la fac, c'est la fac qui prend le dessus, c'est les révisions qui prennent le dessus et on ralentit un petit peu l'activité de création d'entreprise. Quand au contraire on a un peu de redoux en début de semestre ou pendant les vacances scolaires, on bétonne à fond ce qu'on peut faire sur l'entrepreneuriat. Ça demande de l'organisation parce qu'on ne peut pas en dernière minute relancer une activité. Donc il faut quelques semaines, voire quelques mois avant, avoir mis en place les process pour que la bonne semaine, il y ait le taf à faire et qu'on n'ait pas trop de délai, pas trop de retard. Ça demande de l'organisation, c'est sûr, et en même temps, j'ai l'impression que c'était assez naturel. À côté, j'étais maître nageur, donc je travaillais aussi dans une piscine, je donnais des cours de natation, d'aquagym, ce genre de choses. Et j'ai réussi à trouver un équilibre assez simple, assez naturel, assez sain à terme, avec une routine presque sur mes différentes missions. La fac, c'est assez particulier, on peut avoir cours de 8h à 10h et revenir de 18h à 20h. Donc ça dégage pas mal de temps quelquefois, où au final on reste sur le campus, on en profite pour travailler, avoir accès aux salles et puis avancer sur d'autres projets, donc c'est assez variable. Ouais, donc le fait que la fac c'est assez variable les horaires, toi tu pouvais finalement et comme il y a peu d'horaires finalement, 20 heures par semaine, ouais. Tu pouvais finalement gérer ton emploi du temps comme tu le souhaitais, et c'est ça qui... Je pouvais gérer la partie, donc pas la partie fac qui était fixe, je pouvais gérer le reste de manière assez autonome, assez... Ouais, comme je voulais, et je trouve que c'était même bien parce qu'à la fac, s'ils avaient condensé tous les cours, je sais pas, en 3 jours en début de semaine, ça aurait été assez intense, assez compliqué, ça aurait coupé à chaque fois sur la partie entrepreneuriat que j'aurais placé le jeudi, vendredi. Ça m'aurait aussi peut-être démotivé parce que bosser, je sais pas, 15 heures par jour, les 2 derniers jours de la semaine à fond sur un projet, ça peut être un peu lourd, un peu compliqué. Le fait d'avoir... un peu la fac tous les jours, un petit peu de l'entrepreneuriat tous les jours et d'autres activités annexes, ça permettait d'avoir toujours... on changeait de mission, on se remotivait, on repartait sur autre chose. De glisser un peu aussi. Exactement. Ok, très bien. Quelles sont les différences que tu as vues en première année si tu compares au lycée? Alors, lycée, on est encadré, on doit être présent. Moi, j'avais déjà pas mal d'années de retard au lycée parce que j'ai fait d'autres choses avant qui m'ont un peu coupé. Donc, je suis arrivé, j'étais déjà majeur en terminale. Donc, ça m'a permis de m'astreindre, ou en tout cas de m'autoriser quelques sorties que j'aurais pas forcément pu ou pas forcément dû avoir. Donc voilà, j'étais un peu moins présent en cours, mais on est quand même très très loin de ce qu'on retrouve en fac, où il y a une vraie autonomie. Il n'y a pas du tout de gestion de présence, d'obligation de présence en cours. Donc la vraie différence, elle se trouve là entre un encadrement, des petites classes, on est autour de 30 personnes au lycée, des obligations de cours, on a une charge de travail qui est, je dirais, moins importante au lycée, mais avec des cours beaucoup plus nombreux, avec des heures beaucoup plus nombreuses. À la fac, en cours magistraux, il y a peut-être 16 heures de cours, vous n'êtes pas obligé d'y aller.
personne ne va contrôler votre présence. Vous êtes dans des amphis en première année, on est 400, 450. Donc ça demande une vraie maturité pour s'accrocher, pour tenir, pour se motiver. Clairement, moi j'étais déjà un peu plus vieux à ce moment-là. J'en ai vu pas mal décrocher. Moi, la première année, je l'ai un peu foiré aussi. Ça demande une vraie maturité et je pense que le système actuel, il n'est pas forcément en phase avec ça. Parce que demander à un étudiant de 18 ans ou 18-19 ans d'intégrer une première année académique et de se motiver quasiment seul à aller en cours 16 heures par semaine avec 400 autres étudiants qui sont pas tous là dans l'optique de réussir, c'est pas évident. C'est compliqué, quoi. Ouais, c'est très compliqué. Ça n'a rien à voir avec un DUT, un IUT. Ça n'a rien à voir avec une école de commerce où on est constamment encadré, suivi, où il y a... pour le coup, la fac, c'est un avantage pour ceux qui sont autonomes, pour ceux qui veulent avoir du temps libre pour pouvoir faire autre chose à côté, pour ceux qui veulent faire une double licence. C'est génial. Mais quand on n'est pas encore sûr de ce qu'on veut faire ou quand on n'est pas encore hyper motivé, c'est... Oui, parce que finalement, il y a une forme de liberté, mais qui peut être le piège. Qui est le piège. En plus, c'est généralement des années d'études qui sont assez festives. On est majeur, on intègre des promos de 400, il y a des BDE, il y a des soirées, il y a des événements, il y a des sorties ski, il y a un peu de tout. Donc très vite, on a aussi le risque de complètement lâcher, de rentrer dans un système... dans un autre système, donc c'est vraiment pas évident. Pour le coup, pour vraiment réussir, c'est pas évident. Et ouais. Et quel est un peu l'impact de ça? Parce que vous avez à combien en première année? Et vous finissez à combien là dans en troisième année en éco-gestion? Alors aujourd'hui, je suis prof là-bas, donc j'ai les chiffres et ça me permet de voir un peu ce qui se passe. On intègre dans ma discipline, on était en première année 450. Ils sont environ 200 à passer en deuxième année. Donc il y a un gros tri, quoi. On a un gros tri, et sur ce gros tri-là, il y en a encore environ 100 qui vont se représenter en tant que redoublant l'année prochaine. Donc, mais finalement, est-ce que ce tri, c'est cette moitié qui part, est-ce que c'est vraiment dû aux capacités, à un manque de capacité, ou plutôt à d'autres facteurs comme ce côté liberté où on peut vite se faire piéger? Non, il y a sûrement de tout. La promotion, en tout cas la sélection dans cette licence a pas mal évolué. On demande maintenant beaucoup plus d'exigences aux étudiants, donc on fait en sorte que ce ne soit pas sur des problèmes de capacité qu'ils échouent, mais vraiment sur des choix, sur des étudiants qui ont lâché parce qu'ils sont soit plus intéressés, soit qu'effectivement ils vivent la vie d'avocat à la fac. Je pense que maintenant c'est plus une question de capacité. Ceux qui intègrent ont les capacités d'y arriver, c'est vraiment une question de motivation et d'assiduité. Ouais. Très bien. On va parler maintenant un peu plus des débouchés. Tu parlais avant que toi maintenant tu es dans une école de commerce du sport, donc après ta licence en éco-gestion. Quels sont les autres débouchés après éco-gestion? Alors l'avantage de cette licence en droit économie-gestion, c'est qu'on touche au droit, on touche à l'économie, on touche à la gestion d'entreprise. J'ai beaucoup d'amis qui sont partis travailler en expertise comptable, qui font aujourd'hui des masters pour devenir expert comptable, commissaire aux comptes. C'est des choix de vie qui sont très réglementaires, c'est pas forcément fun tous les jours. Il y a aussi la possibilité de devenir juriste, de devenir avocat, de devenir avocat spécialisé dans des matières juridiques ou non. J'ai une amie qui a changé de voie, qui est maintenant en dernière année pour devenir avocate en droit de l'écologie, quelque chose comme ça. Enfin, il y a vraiment beaucoup de possibilités. On fait pas mal de maths, donc il y a aussi une possibilité de rejoindre des masters qui sont plus en lien avec des statistiques, avec de l'économie, des choses comme ça. Et puis ça reste ouvert. Moi j'ai rejoint une école de commerce dans le sport. Je suis arrivé avec un bagage qui était assez cohérent avec du droit, de l'économie, de la gestion. Ce qu'on retrouve dans une école de commerce. J'avais quelques lacunes en histoire du sport, en marketing. Mais aujourd'hui j'ai rattrapé mon retard et puis je suis bien là où je suis. Très bien. Et quand tu parlais de éco-gestion qui te permet d'ouvrir plein de portes, est-ce que c'est le cas aussi pour d'autres filières, pour d'autres spécialités en droit? Non, je pense pas. Je pense que si on choisit un parcours juridique classique du droit, on a d'autres spécificités. Enfin, on peut se spécialiser en droit privé, droit public, criminel, pénal, plein de choses. Mais on va s'enfermer entre guillemets. C'est un choix à faire. Mais effectivement, on va s'enfermer dans le domaine juridique. Donc, on va devenir juriste en entreprise, avocat, juge, magistrat. On peut intégrer la police, la gendarmerie. Il y a toujours beaucoup de possibilités, mais c'est clairement un choix juridique. Là où en droit économie-gestion, on s'ouvre les portes qu'ont les juristes, qu'ont
également Sciences Po, qu'ont les économistes, les gestionnaires d'entreprise. On peut devenir directeur administratif et financier. L'entrepreneuriat, c'est vraiment beaucoup plus ouvert. Donc c'est un peu comme à l'époque au lycée où les profs disaient oui, si tu vas dans S, tu t'ouvres toutes les portes. Quoi. C'est un peu le même principe. Exactement. Par contre, avec l'inconvénient de si je fais le choix d'aller en droit, économie, gestion, je ne suis pas un juriste aussi expert que quelqu'un qui est passé en droit. Donc j'intégrerai avec peu de chance, voire j'intégrerai jamais, un master pour devenir avocat pénaliste. Il y a des choses qui me sont du coup... Oui, vu que c'est plus général. Ouais. Du coup, t'es moins dans le spé, du coup, si tu veux intégrer un master, c'est un peu plus compliqué, dans ces spé. Il y a des possibilités, en repiquant 1 ou 2 années en droit, ça nous fait perdre un petit peu de temps, mais ça permet de se réorienter si on le souhaite. Changer de fac, il y a quelques facs qui acceptent des étudiants d'AES dans d'autres systèmes. Donc voilà, ça laisse pas mal de portes ouvertes. On n'est pas spécialiste dans notre discipline, on est encore assez généraliste. Ça nous laisse la porte ouverte et par contre, c'est ça l'inconvénient, c'est que du coup, on n'est pas spécialiste, on n'a pas la possibilité d'intégrer des masters qui soient très spécialistes, sauf le master CCA qui nous permet de devenir expert comptable, qui là pour le coup est vraiment la voie rêvée pour atteindre ce truc-là. Je vois. Passons maintenant au conseil. Quels seraient les 3 conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut partir en droit et notamment faire cette filière éco-gestion? Alors, les conseils que je lui donnerais, c'est pas évident parce que moi j'ai un peu foiré ma première année parce que j'étais pas motivé, parce que c'était un peu un choix par défaut au départ. J'étais pas hyper mature non plus à ce moment-là. Je lui conseillerais d'y aller vraiment en étant sûr de vouloir faire ça. C'est vraiment un choix qu'il faut... si on veut réussir à la fac, qu'importe le domaine, que ce soit STAPS, bio ou droit, je pense qu'il faut être un minimum un petit peu passionné par cette dynamique, avoir peut-être déjà un petit peu une vision sur ce qu'on veut faire après. C'est assez compliqué de se laisser porter à la fac. Si on bosse pas de soi-même, on n'y arrive pas. Et si on n'a pas de motivation, c'est compliqué de bosser. Donc vraiment, je lui conseillerais de faire le choix du cœur, de se porter sur ce qu'il a vraiment envie de faire, de pas se dire je vais là-dedans parce que ça me permet après d'intégrer pas mal de masters ou pas mal de possibilités, je me laisse porter, je vois ce que ça donne pendant 3 ans. Je pense qu'il faut déjà vraiment le vouloir. Donc le premier conseil, ce serait vraiment de faire le choix du cœur, de réfléchir à ce que j'ai envie de faire. À 18 ans, c'est compliqué de savoir ce qu'on veut faire après. Il y a des métiers qu'on ne connaît pas, des domaines qu'on n'imagine pas. Mais voilà. Mais avoir au moins une idée, quoi. Pas juste dire je le fais et on verra bien ce que ça donne. Ouais, ça ne marchera pas comme ça peut marcher en filière S au lycée où on se dit je sais pas, je vais en S, ça me laisse le temps de réfléchir encore 2 ans. Là, c'est compliqué, quoi. Arriver à se motiver à bosser du droit fiscal, à bosser de l'audit, à bosser de la comptabilité approfondie. Si derrière on n'a pas envie de devenir entrepreneur, gérant d'entreprise ou quelque chose dans ce domaine-là, c'est des matières qui donnent pas super envie non plus. Donc voilà. Premier conseil. Le second conseil, je dirais de rester dynamique, de ne pas s'enfermer, de ne pas se dire non, je fais la fac, je fais rien à côté, de ne pas se dire je me focalise que sur une chose. Moi, je trouve que je suis meilleur quand je fais pas mal de choses en même temps. Quand je peux aussi sauter d'une activité à une autre et quand j'en ai un peu marre de l'école, que je vais sur mon taf ou sur une création d'entreprise, ça me permet aussi de souffler un petit peu, de me relancer, de me redynamiser. Donc, je dirais de ne jamais se fermer une porte, jamais par soi-disant manque de temps, ne pas faire les choses. On trouve toujours le temps. Il suffit de s'organiser, il suffit de faire des choix. Aujourd'hui, je fais du sport, je suis dans l'entrepreneuriat, je suis prof à la fac, je suis trésorier dans une association, je suis étudiant, je suis salarié dans un fonds de dotation. Voilà, on peut largement cumuler beaucoup de casquettes. Ça demande un peu d'organisation, mais vraiment, ça a le gros avantage de nous maintenir motivés, de nous maintenir dynamiques dans ce qu'on fait. Donc ce serait mon deuxième conseil, ne pas hésiter à faire pas mal de choses à la fois. Qu'est-ce que je pourrais souhaiter en dernier conseil ? Comment, par exemple, tu gérais ton stress pendant les examens ? J'ai jamais été stressé avant les examens. Je me suis toujours dit que le stress, ça conduisait juste à rater son examen. Ça n'avait aucun intérêt de paniquer avant. Le meilleur moyen pour que ça n'arrive pas, c'est de réviser, de connaître ses notions, de maîtriser ses notions. L'idéal, c'est de le travailler à plusieurs, de pouvoir se challenger un petit peu. C'est toujours hyper complémentaire, un groupe de travail. Donc nous, on a mis ça en place dès la première année. On avait un groupe de travail avec chacun des préférences dans certaines matières, donc c'était hyper complémentaire. L'idée aussi de se dire, je pense, c'est de prendre du recul sur ce qu'on fait.
de se dire que l'examen, c'est un outil pour sa vie d'après, sa vie professionnelle. C'est pas le truc qu'on est censé rechercher à tout prix. Bien sûr, il faut le passer parce qu'aujourd'hui, le système français fait qu'il faut passer l'examen et l'avoir pour pouvoir continuer. Mais je pense que c'est vraiment un outil. Le modèle américain qui est de dire travaillez à fond dans là où vous êtes très bon et laissez de côté le reste pour devenir expert dans ce que vous faites. J'aime bien cette idée. C'est pas trop le modèle français qui dit il faut essayer d'être bon partout et travailler dans là où vous n'êtes pas bon, essayer de remonter votre niveau. Donc ouais, peut-être le conseil de bosser vraiment avant, d'essayer de maîtriser les notions, d'avoir du recul sur ce qu'on nous demande, essayer de comprendre quels sont vraiment les tenants, les aboutissants de l'exercice, pas juste être dedans un peu comme un mouton et réaliser l'exercice un peu bêtement. C'est ce que j'essaye aujourd'hui d'apprendre à mes étudiants, c'est d'arriver à l'examen serein. Le stress ne sert à rien, réviser 2 minutes avant l'examen ne sert à rien. Je devrais peut-être pas le dire, mais je le dis quand même. Tu pourras le laisser dans l'interview. Moi, je les encourage presque à tricher à l'examen. Je leur conseille de venir avec quelques antisèches parce que aujourd'hui, un examen d'économie ou de droit est complètement absurde où on est censé connaître par cœur. Moi, je me souviens, on avait dû apprendre quasiment 200 articles du Code civil par cœur. Les examens, on devait connaître nos formules comptables, on devait connaître des schémas comptables par cœur, ce qui est totalement incohérent puisque une fois qu'on est en entreprise, tous ces schémas-là, on les a sur nos fiches. Le code du travail, le code civil, on l'a sur le bureau. Donc je leur apprends plus à comment l'utiliser et à comprendre à quoi ça sert, à analyser leur travail, que vraiment être dans l'opérationnel. Je sais faire une passation comptable. Oui, parce que finalement, maintenant, on a un peu tout sur Internet. Donc si on a besoin d'infos, on l'a, mais comment l'utiliser Exactement. Et puis on est même encouragé dans nos circuits professionnels à utiliser tous ces réseaux, toutes ces solutions, Internet, la bibliothèque, tout ça pour valider notre travail. Donc aujourd'hui, c'est un peu incohérent de demander à un étudiant d'apprendre par cœur. Alors c'est un peu moins le cas en droit, puisque maintenant on nous autorise à avoir le code civil durant les dernières années, mais en première année, c'est assez complexe. Donc voilà, je lui conseille de bosser son truc, d'arriver serein, de vraiment souffler avant l'examen s'il est paniqué, parce que la panique ne va pas lui apporter grand-chose. Au contraire, ça peut être aussi un catalyseur pour rater son examen. Donc j'ai pas mal d'étudiants, je leur dis on y va tranquille, vous soufflez avant. Respirer, ça se passera comme ça se passera. L'examen, il est écrit quelques semaines avant, donc ça ne sert plus à rien de changer, d'imaginer une nouvelle stratégie pour réussir vos examens. C'est juste, allez-y, quoi, et faites ce que vous savez faire. Laissez gagner du temps sur ce que vous ne savez pas faire, bétonner ce que vous savez faire, et puis ça passera. Très bien. Finissons avec l'habituelle anecdote. Alors, bonne anecdote, donc ça a lieu en 2000... c'était juste avant le début du Covid. Donc mars, juste avant le Covid, ça devait être 2020, je pense, donc il y a un peu plus de 2 ans. Je travaille sur cette due deal dans le cabinet d'expertise comptable, donc on fait le rachat d'une entreprise pour une de nos clientes. Elle est déjà leader sur son marché de ce qu'elle fait. Elle rachète un concurrent, donc ça passe d'abord par une commission du droit à la concurrence, c'est validé. Elle fait l'expert comptable de la boîte rachetée fait l'expertise de la valeur de son entreprise, 50 millions d'euros. L'acquéreuse valide ça. Donc elle valide un montant maximum de 50 millions d'euros, elle paye 40 millions d'euros d'acompte dès le départ, et elle laisse ces 10 millions d'euros soumis à négociation en fonction de notre travail à nous sur quelle est la réelle valorisation de l'entreprise. Et on travaille du coup avec mon équipe, on se répartit des tâches, et je propose de travailler moi sur la valorisation du personnel. Ça va être un peu chiant comme anecdote, mais ça va être marrant à la fin. Sur la valorisation du personnel, et je me rends compte assez rapidement qu'entre ce que me donne l'entreprise, ce que me donne leur expert comptable et ce que moi j'ai sous les yeux, il y a un écart monstrueux sur le réel nombre d'employés, sur leur expérience, sur la valorisation des différentes charges approvisionnées. Enfin, il y a quelque chose d'assez fou. Je continue à le creuser et je crois qu'il est 22h quand j'envoie mon rapport à un supérieur hiérarchique et je trouve un écart de quasiment 3 millions d'euros. Donc 3 millions d'euros sur une vente à 5, on est pas loin de 8% de la valorisation totale. Donc là, je me dis, on a peut-être trouvé... On a peut-être trouvé la faille. On a peut-être trouvé la faille, on a peut-être trouvé toute la poussière sous le tapis. Et effectivement, il y croit pas. Donc il reçoit le mail à 22h, il voit l'entête du mail qui dit je crois qu'il y a un problème. On recheck ça le lendemain matin au bureau. On passe quasiment une demi-journée à revérifier tous les calculs, à revérifier toutes les formules. Et on se rend compte qu'effectivement, il y avait quasiment 3 millions d'euros de déclarés qui n'existaient pas du tout. Donc on arrive à réduire de 3 millions d'euros la facture. On a même réussi à la réduire de plus au final. Mais ça a été un truc fou. Moi j'étais junior, je venais d'arriver. Et tu découvres qu'il y a 3 millions d'euros qui se baladent. C'était mon premier gros travail en conseil, en expertise. Et je trouve un écart de 3 millions d'euros un peu par chance.
C'était assez incroyable. Et du coup, là tu te dis, ça commence bien. Du coup, ça commence bien. Et j'ai appris après que la cliente payait un forfait au cabinet pour nous, pour réaliser cette étude, et qu'on avait un variable sur l'économie qu'on réalisait durant la négociation. Du coup, ça a permis d'avoir un gros variable qui a largement dépassé le fixe qui était promis. Le manager devait être content, quoi. Le manager a été content, je crois. Ouais. Très bien. Merci Clément d'avoir pu être présent pour cet épisode et on se voit bientôt. Avec grand plaisir, merci à toi. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, fais-le moi savoir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ou en le partageant à 2-3 amis ou proches. À bientôt pour un nouvel épisode de La Boussole.